Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. C'est une nuit d'horreur qui a durablement marqué la France. Le 13 novembre 2015, plusieurs attentats sont commis à Paris et à Saint-Denis. Des kamikazes se font exploser près du Stade de France, un commando mitraille des terrasses de cafés et restaurants de la capitale, d'autres terroristes font un carnage dans la salle de concert du Bataclan. Ces attentats revendiqués par Daesh font 130 morts et des centaines de blessés, les plus meurtriers en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le lendemain, 14 novembre 2015, le président de la République, François Hollande, décrète l'état d'urgence. La lutte antiterroriste devient une priorité nationale. Perquisitions administratives, surveillance accrue, multiplication des lois dédiées à la sécurité. 10 ans plus tard, que reste-t-il de cet héritage ? Ces mesures ont-elles transformé durablement notre rapport à la liberté, à la sécurité, à l'état de droit ? Pour en parler, je reçois Jenny Raflick, historienne, spécialiste des questions de sécurité et de défense, ainsi que de l'histoire du terrorisme. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes professeure en histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Vous participez au projet de musée mémorial du terrorisme et vous êtes l'autrice, entre autres, de Terrorisme et mondialisation chez Gallimard en 2016 et de Terrorisme en France, paru aux éditions du Cerf en 2023. Avant d'opérer un retour en arrière sur les attentats de 2015 et ce qui s'en est suivi, j'aimerais vous demander, Jenny Raflick, quel est l'état de la menace terroriste aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on est sorti, là, fin 2025, du risque maximal d'attentats après les années noires qu'on a connues, 2015-2016, c'était cette horrible litanie, Charlie Hebdo, Saint-Étienne-du-Rouvray, Magnanville, Nice et j'en passe. Dans quel état est-ce qu'on est aujourd'hui ? Alors, la menace s'est indéniablement transformée. Elle est sans doute moins prégnante qu'elle n'était en 2015-2016. Pour autant, elle n'a pas disparu et surtout, en matière de terrorisme, non seulement le risque zéro n'existe pas, mais on voit qu'on peut basculer quasiment du jour au lendemain dans une nouvelle atmosphère ou dans un nouveau contexte terroriste, un peu au gré des événements qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, on a quand même eu 3 attentats qui ont été qualifiés comme tels par le parquet antiterroriste depuis le début de l'année. Un en janvier dans un supermarché à Apt, dans le Vaucluse. Un sur un marché à Mulhouse au mois de février. Et puis, plus récemment, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'assassinat d'Achour Sarnaya à Lyon. C'était au mois d'octobre. Un chrétien irakien assassiné devant chez lui. On a toujours cette menace, elle est présente. En revanche, indéniablement, elle a changé de nature. Et c'est plutôt dans ce sens que le contexte a changé. C'est une menace qui, en 2015, était véritablement principalement exogène, liée aux événements du Moyen-Orient, à la diffusion de l'État islamique, à son installation en Syrie, en Irak. Et depuis l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, elle est devenue clairement beaucoup plus endogène, c'est-à-dire qu'on a moins de risques d'un attentat type 13 novembre, un commando venu de l'extérieur, extrêmement bien organisé, mais on voit que la menace, elle est beaucoup plus insidieuse parce que ce sont plutôt des individus isolés, auto-radicalisés, donc plus difficiles à identifier. Finalement, on a une sorte d'épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Est-ce qu'on est bien équipé aujourd'hui pour déjouer ces attentats ou pour réagir lorsqu'ils adviennent ? Il a beaucoup été question aussi l'année dernière avec l'organisation des Jeux Olympiques à Paris d'attentats qui auraient été déjoués. Est-ce qu'on a aujourd'hui un arsenal ? Et quand je dis aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a été adopté aussi à la suite du 13 novembre 2015 qui permet aux autorités, à la police, à la justice, etc., d'être bien équipés face à cette menace ? Alors, indéniablement, les services de renseignement ont fait de très grands progrès, notamment, ils cernent beaucoup mieux aujourd'hui les processus de radicalisation, la propagande sur Internet est très surveillée. Néanmoins, évidemment, le risque zéro, encore une fois, n'existe pas, notamment parce qu'on a bien cerné finalement ce qui étaient les facteurs de radicalisation dans les années précédentes. La prison, par exemple, qui a été longtemps vraiment un gros souci, finalement une grande faille dans la prise en charge des processus de radicalisation, aujourd'hui est beaucoup mieux connu, plus étudié et indéniablement on maîtrise un peu mieux ce type de sujet. Par contre, on voit une évolution des profils
des personnes mises en cause. Alors, le ministère de l'Intérieur annonce très régulièrement, effectivement, vous venez de le dire, que des attentats ont été déjoués. C'est toujours très difficile de savoir exactement de quoi il s'agit, parce qu'un attentat déjoué, par définition, il n'a pas eu lieu. Et donc, on ne peut pas savoir si la personne serait passée à l'acte au dernier moment ou pas, et ce qui aurait effectivement pu avoir lieu. Donc, on est toujours là, finalement, sur des scénarios plus ou moins flous. En revanche, ça prouve que les services de renseignement, effectivement, sont assez efficaces. Mais dans les profils qui sont actuellement les plus présents dans les enquêtes et surtout dans les procédures ouvertes par le parquet national antiterroriste, on voit de très jeunes, des mineurs, de plus en plus nombreux, ou de très très jeunes majeurs, c'est-à-dire une population qui est très influençable. Je pense aux mineurs, ils sont en train de se former aussi intellectuellement, moralement, religieusement, éventuellement. Et donc une population qui est plus facilement manipulable. Et là, on va retrouver la menace exogène parce que les supports sur lesquels ils se radicalisent ne sont pas forcément produits en France. Ils peuvent venir effectivement de l'étranger finalement, on peut avoir dans l'instrumentalisation de ces jeunes mineurs ou de ces très jeunes majeurs une nouvelle forme de projection de la menace terroriste extérieure. Qu'est-ce qu'ils disent ces jeunes gens pour, justifier, leur projet, qu'il ait été, déjoué ou qu'il ait abouti? Assez souvent, on voit que ce sont des profils de jeunes un peu perdus, un peu paumés, déscolarisés, en recherche. Donc vraiment des profils très, très influençables, très manipulables, très fragiles. C'est la raison pour laquelle finalement c'est pas tant dans leur discours que dans les discours utilisés pour les radicaliser qu'on va trouver des informations. Alors ce qui ressort, ce sont toujours des choses assez classiques, sur une victimisation assez importante, souvent une relecture de l'histoire, une instrumentalisation, et puis une radicalisation qui peut être, alors, ça n'est pas propre à l'islamisme, mais qui peut être extrêmement insidieuse. On a plusieurs affaires récentes liées à ce qu'on appelle les réseaux incel, sur la masculinité. Ça commence par des petites vidéos liées à la musculation, et puis de vidéo en vidéo, voilà, on manipule le jeune et puis on va le conduire à des actions violentes. Il y a vraiment des processus qui sont très, très insidieux et parfois très difficiles à repérer. Et les entités extérieures qui manipulent, j'imagine évidemment qu'elles sont, multiples et on va peut-être pas toutes les citer, mais quelles sont les principales? Donc il y a toujours une menace de terrorisme islamiste. D'où est-ce qu'elle vient géographiquement et de qui? Pour celle des incels dont vous parlez à l'instant, qui tire les ficelles derrière? Il reste une menace de radicalisation islamiste, voilà, assez classique, issue de la propagande de l'État islamique telle qu'elle s'est développée avant d'ailleurs 2015, puisque il faut le rappeler que le premier attentat véritablement de cette vague terroriste en France, c'était 2012, avec les attentats commis à Toulouse par Mohamed Merah. Donc on a toujours cette ligne. On a également, alors sur la mouvance incel, ça peut venir de France, ça peut venir de l'étranger, y compris des États-Unis. Et puis, on n'est pas à l'abri de gens qui font des vidéos pour manipuler des jeunes, mais qui ne sont pas du tout liés finalement au contenu de ces vidéos. Donc, des puissances étrangères qui, pour déstabiliser les sociétés occidentales européennes, vont appuyer sur ce qui fait mal. Voilà, je pense à des vidéos sur la colonisation qui peuvent très concrètement être produites en Russie, par exemple. J'aimerais qu'on se penche, Jenny Raflick, si vous le voulez bien, sur, l'arsenal juridique dont on dispose, à présent, puisque après le 13 novembre 2015, il y a eu, je crois, plus d'une dizaine de textes de loi à portée antiterroriste qui ont été adoptés, au fil des années. Est-ce que vous pouvez, nous dire un peu quels sont les principaux, quels sont les plus utilisés? Peut-être aussi quels sont les plus contestés? Je sais que certains d'entre eux, ont cristallisé, des critiques en termes de liberté individuelle. Alors, la législation antiterroriste, de façon générale, et c'est le cas depuis son émergence, c'est-à-dire que ça remonte en fait à la fin du 19e siècle, ce qu'on appelait les lois scélérates,
contre les anarchistes, c'était déjà de la législation antiterroriste, même si on ne les appelait pas de la même façon. La législation antiterroriste répond toujours à l'évolution de la menace, c'est-à-dire qu'elle s'adapte forcément avec un décalage, un temps de retard à l'évolution de la menace. Donc, on a visé l'acte, évidemment, d'abord, très clairement, puis petit à petit, tout ce qui allait entourer, favoriser les passages à l'acte. Alors, c'était déjà le cas des lois scélérates, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui apologie du terrorisme, tout ce qui est propagande, tout ce qui va finalement favoriser le processus de radicalisation. On a beaucoup accentué la législation depuis quelques années sur tout ce qui était financement du terrorisme, parce qu'on a affaire à des mouvements qui se développent à l'international, donc vérifier les mouvements de fonds, tout ce qui pourrait être utilisé pour financer le terrorisme. Et puis, c'est ce qui sans doute pose le plus de problèmes depuis quelques années, c'est l'arrivée de nouveaux modes de communication, les réseaux sociaux, Internet. Donc, comment surveiller tout ça? C'est évidemment de plus en plus compliqué et ça suppose d'aller de plus en plus loin dans la surveillance, un peu de l'intimité. Hein. Quand on parle de radicalisation ou d'autoradicalisation sur Internet, ça veut dire qu'on doit donner aux services de renseignement les moyens d'aller vérifier ce que chacun finalement regarde sur son téléphone, sur son ordinateur, consulte. Et là, ça devient très problématique, à la fois en termes de faisabilité, mais en termes de respect des libertés. Et puis, on a eu d'autres démarches qui ont se posé un certain nombre de questions. Je pense aux fichiers PNR, c'est-à-dire les fichiers des passagers, puisque finalement, qu'est-ce qu'on regardait comme information dans ces fichiers de passagers aériens? Par exemple, ce que mangeaient les passagers pour avoir une idée d'identification de la religion. Est-ce qu'ils mangent halal ou pas? Voilà, des choses comme ça. Donc là, effectivement, on voit qu'on touche à des choses assez complexes et que le dérapage, malheureusement, est toujours assez facile vis-à-vis de ce type d'information. Il y a aussi la loi SILT qui a fédéré pas mal de critiques contre elle, donc cette loi sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, parce qu'en fait, elle intègre dans le droit commun des dispositions qui étaient auparavant réservées à l'état d'urgence et on n'a plus été dans l'état d'urgence au bout d'un moment. Donc, c'est tout ce qui concerne les perquisitions, les fermetures administratives, les assignations à résidence. Il y a eu des oppositions politiques, mais aussi de défense des droits de l'homme là-dessus. Alors, il y a de nombreuses oppositions. C'est vraiment une question de fond, une question de société, je crois, qui se pose. C'est-à-dire que la lutte antiterroriste a longtemps été effectivement quelque chose qui répondait à une menace perçue comme temporaire et donc qui demandait des mesures exceptionnelles temporaires. Or, petit à petit, mais on voit que la société l'a un peu entériné aussi. Petit à petit, c'est devenu quelque chose qui s'est inséré, insinué dans le quotidien, et y compris dans les esprits. Alors, la loi ne fait qu'entériner une évolution, je le crains, de notre regard plus collectif. Je pense à des mesures véritablement du quotidien. On s'est complètement habitué en France à voir des militaires patrouiller dans les lieux de transport en commun. C'est pas si évident que ça. Ça n'aurait pas dû devenir aussi évident que ça. On s'est habitué à systématiquement ouvrir nos sacs quand on rentre dans une galerie commerciale, quand on rentre dans un cinéma, quand on rentre dans une salle de spectacle. Ça ne suscite quasiment plus de réaction et pourtant, si on y pense sur le fond, ça va pas de soi. C'est aussi une intrusion dans la vie et dans l'intimité. Et finalement, la loi SILT, c'est un peu l'illustration de cette évolution de la société qui a complètement fait de la menace terroriste presque une forme de banalité du quotidien. Alors, on peut le voir de deux façons, et je crois que ça a d'ailleurs été vu de ces deux façons. Certains l'ont présenté comme une forme de résilience, c'est-à-dire que la société n'a plus peur, et finalement, ça, c'est une réponse aussi au terrorisme. Mais évidemment, il y a aussi une menace importante pour les droits de l'homme et pour la démocratie. C'est-à-dire que quand on s'habitue à ces restrictions quotidiennes, il y a aussi une forme de mise en condition des esprits vis-à-vis de ces restrictions. Est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité de tous ces outils? Alors, que ce soit là le changement dans la société, c'est pas un outil direct, mais c'est, on voit bien, comme vous l'avez expliqué, un changement de mentalité. Est-ce que cette
ce cadre mental un peu de la population française, couplé à toutes les dispositions qu'on a maintenant d'un point de vue juridique et législatif, est-ce qu'on peut se dire tout simplement qu'on est mieux armé, y compris au sens métaphorique évidemment, qu'en novembre 2015 ? Je pense qu'on est mieux armé sans doute sur un plan moral, psychologique. Le choc des attentats de janvier 2015 puis de novembre 2015 a vraiment bouleversé la société aussi parce qu'il a été vécu comme quelque chose d'inattendu. Voilà, c'était pas véritablement le terrorisme, n'était pas un sujet médiatique, n'était pas un sujet grand public avant ces attentats, alors même que c'était une question, hein, je l'ai dit et je le répète, cette vague d'attentats, elle commence en 2012. On est déjà dans cette vague au moment des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et plus encore au moment du 13 novembre. Mais c'était pas un sujet médiatique, c'était pas dans les esprits. Or, aujourd'hui, ça l'est. Et donc, finalement, les réactions sont pas rationnelles parce que c'est évidemment, ça touche toujours à un ressort émotionnel extrêmement fort, mais on est peut-être mieux armé de ce point de vue-là. On est mieux armé face à un type de menace qui aujourd'hui est mieux maîtrisé, la radicalisation islamique. En revanche, ce qui et là je suis historienne, donc ce qu'on voit sur le temps long, c'est qu'un terrorisme en chasse toujours un autre et que systématiquement sur le temps long, il y a une forme de surprise liée à l'émergence d'un nouveau type de terrorisme. Je serais bien incapable de vous dire lequel sera le prochain, entre guillemets, mais il utilisera forcément des méthodes différentes et donc suscitera le même saisissement et de nouveau la même peur par ces innovations. La lutte antiterroriste est toujours en retard sur les méthodes terroristes. Alors c'est valable d'ailleurs de façon beaucoup plus large pour toute la criminalité. On est toujours en retard parce que on court toujours après les criminels en quelque sorte, et c'est eux qui décident à la fois du rythme, des méthodes, etc. Donc c'est en ce sens, on est mieux préparé indéniablement, mais il faut jamais préjuger de l'avenir parce que c'est évidemment toujours infiniment plus compliqué. Alors l'historien le sait bien, l'histoire ne se répète jamais. Et à chaque fois qu'on imagine le pire, on est toujours dépassé, en définitive, par un encore plus pire. Donc, il faut toujours rester extrêmement prudent. Et je crois que justement, se dire qu'on est trop près, c'est un risque. Voilà, parce que ça exclut aussi une forme de vigilance. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éléments à la fois en termes de politique nationale et en termes de géopolitique internationale qui peuvent susciter des déstabilisations très, très rapides. Il faut rappeler que l'État islamique n'a pas disparu, il s'est surtout déplacé. Aujourd'hui, c'est l'État islamique au Khorasan qui est le plus actif. D'ailleurs, un jeune afghan a été mis en examen le 29 octobre dernier lié à ce mouvement, donc ça reste évidemment important. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali peut aussi avoir son importance dans les mois ou les années qui viennent. Et puis la situation en Syrie est loin de s'être véritablement, définitivement améliorée. Et on a aussi d'autres mouvements. Aujourd'hui, le PNAT met très régulièrement en garde contre les mouvements de nature politique. Il y a eu, je crois, 5 ou 6 affaires liées à des mouvements d'extrême droite ouverts cette année par le parquet national antiterroriste. Donc, la menace, elle évolue en permanence et malheureusement, elle est toujours présente. Une menace mouvante face à laquelle il faut rester vigilant. Merci beaucoup, Jenny Raflic. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste des questions de sécurité et de défense, ainsi que de l'histoire du terrorisme. Merci pour cet entretien. Merci à vous. L'interview du Monde devant soi est un podcast de Slate.fr. Production éditoriale, Hélène Decommer et Marie Agasson. Présentation, Hélène Decommer. Prise de son, montage et réalisation, Johanna Lalonde.